Moi, j'ai toujours été très mauvais sur Instagram pour générer de l'engagement, faire que les gens repartagent des trucs et tout. Même en essayant les classiques en mode, je sais pas, offrir j'en sais rien, des autocollants s'il y a personne, enfin, au hasard par des personnes qui retouchent ce genre de trucs. Ça n'a jamais trop marché avec moi et je trouve ça ultra fatigant en fait. Comme beaucoup Pas d'artistes, de souci. moi le marketing c'est un mal nécessaire, c'est pas quelque chose que j'aime quoi. Je peux parler Ouais. de mon travail, je peux parler du travail des autres, j'adore ça, je peux collectionner, voilà, tout ça, j'adore faire ça et j'aime bien considérer de toute façon les trois quarts des artistes et des collectionneurs comme des amis. Mon marketing, c'est me faire des amis, donc c'est pas vraiment du marketing. Mais voilà. Après, le côté pur engagement, multiplier les followers et les stimuler et servir en quelque sorte de divertisseur, c'est hyper fatigant. Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Robert Spotlight Jean. Bienvenue dans le show. Ben, bonjour Robert, merci beaucoup de m'accueillir. Alors, merci à toi d'être présent. Jean, est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas? Alors, je m'appelle Jean, donc c'est comme ça que ça se prononce, J-A-E collé N. Je suis artiste depuis très très longtemps et professionnellement depuis à peu près 2010-2011. Et voilà, j'ai fait pas mal d'art traditionnel, de peinture, de dessin, etc. De street art aussi. Je participe à pas mal d'expos. J'ai mis quelques projets sur les murs à Bordeaux, Berlin et Yerevan en Arménie. Et j'ai commencé à utiliser le numérique depuis un petit moment, d'abord en découvrant l'animation et en l'appliquant, en faisant par exemple dans la rue, en mettant des affiches qui vont avoir une couche en réalité augmentée, et aussi en utilisant par exemple l'impression 3D pour le street art aussi. Donc petit à petit, tout ce qui est numérique, ça a pris de plus en plus de place. Et puis bon, comme à côté, j'étais aussi illustrateur commercial. Je faisais aussi beaucoup d'illustrations numériques. Et, euh, et voilà. Et donc ça, c'était avant que je tombe sur les NFT fin 2020, où ça a complètement changé ma vie. Et ça répondait à un besoin. Voilà, c'était pas juste une innovation technologique, un truc nouveau, juste pour le côté frais. Ou, voilà. Moi, c'était vraiment, il y avait un besoin pour plein de choses différentes et ça répondait à un besoin. Je suis arrivé dedans, ça a tout collé, ça avait du sens. Voilà. Malgré un début un peu bizarre comme pour tout le monde, où on doit faire le tour de quelques questions de fond, à savoir pourquoi être propriétaire d'une chose que tout le monde peut regarder ou de faire des œuvres dont tout le monde a la jouissance, mais une personne, pourquoi est-ce qu'elle le collectionnerait? Au début, c'est un peu bizarre, mais voilà, une fois qu'on a fait le tour de ça, ça colle quoi. D'accord. Tu parlais en fait d'un cas d'utilisation qui matchait. Donc fin 2020, c'était quoi le... Donc j'imagine que tu avais une problématique. Et quand tu as découvert les NFT, de ton point de vue, en fait, c'était la réponse à ce problème, c'est ça? Ouais, c'est-à-dire que avant, j'essayais dans des expos, bon, comme le travail numérique me plaisait de plus en plus parce qu'il y a plus de liberté, plus de puissance créatrice, plus de souplesse. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve moins bien avec pas mal de techniques physiques. Et donc, de plus en plus, moi, j'avais envie d'exposer vraiment plus dans un cadre artistique que de choses commerciales, d'illustration et tout, d'utiliser le numérique pour des expositions, pour éventuellement essayer d'en vivre, d'être artiste numérique. Et jusqu'à présent, je trouvais des techniques qui ne marchaient pas du tout, en tout cas au niveau du marché. Par exemple, tu fais une illustration numérique et tu fais une impression en un seul exemplaire, donc c'est on est content, voilà. Mais c'est un print, et quelque part, à chaque fois, c'était essayer de trouver une excuse, un support physique, une incarnation physique, une excuse physique, pour donner de la valeur à quelque chose qui était 100% numérique. Donc déjà, conceptuellement, il y a un petit problème, en plus du fait que les gens, je pense que ça les attirait pas trop. Et du coup, les NFT, quand c'est arrivé, c'était vraiment cette chose-là d'avoir d'un coup, waouh, j'ai il y a un support numérique qui existe et qui, quelque part, justifie tout le reste et, je sais pas, donne du sens, quoi. Ouais. Non, mais je comprends parfaitement ce que tu viens d'expliquer. Du coup, est-ce que tu te souviens, donc là c'est fin 2020, est-ce que tu te souviens comment tu as découvert les NFT? Ouais, c'est un ami, Manu, bon, on a toujours un ami qui est à fond dans les cryptos, n'est-ce pas? Surtout quand on n'y connaît rien, il y en a toujours un dans l'entourage qui est là avant tout le monde et qui est là, ah, les cryptos, c'est génial et tout ça. Bon, moi, comme tout le monde, les cryptos, je connaissais que le Bitcoin et c'était uniquement des questions d'argent, donc je ne m'y suis pas trop intéressé. Et donc, courant 2020, il me dit,
tu devrais peut-être t'intéresser aux NFT, ça collerait vachement à ce que tu fais et tout, c'est génial. Et donc, je regarde d'un œil distrait au début, j'étais là, ok, c'est intéressant, mais je comprends rien, il y a une grosse barrière technique. Et étant un peu boulimique d'informations, et moi, dans mon état d'esprit au début, c'était il faut que je comprenne complètement les blockchains avant de pouvoir oser faire des NFT. Et du coup, au début, c'est vraiment voilà, une grosse barrière technique et même intellectuelle. Et donc, ça m'a pris du temps. Et en fait, je suis passé à l'acte parce que j'avais une série de vieilles œuvres qui datent de la Renaissance flamande, que j'avais retravaillé, animé, colorisé, etc. Et il y avait une espèce de... Pour moi, c'était les rendre comme si je les sortais d'un grenier où elles avaient été oubliées, il y a une partie qui a disparu et tout. Je leur donnais une peau nouvelle, très numérique, et je ne savais pas quoi en faire. Je me suis dit, j'aimerais bien les exposer quand même, parce que je trouve ça intéressant de travailler sur des vieux formats. Et du coup, a posteriori, j'ai repensé au NFT, j'étais là, mais en fait, ça colle parfaitement, c'est exactement ça qu'il faut faire. Et donc voilà, ça a été la première série que j'ai commencé à bosser pour les NFT et qui m'a servi pour être accepté sur Super Rare en décembre 2020. Et du coup, quand tu disais que tu es boulimique d'informations, comment tu as fait en fait pour apprendre? Tu as commencé par la blockchain, ensuite la techno NFT, mais comment tu as fait pour apprendre? Bah, voilà, forcément Internet. Pour tout ce qui était technique, pour les crypto-monnaies et tout, je pouvais toujours demander l'avis de l'ami en question. Il m'a fait une petite formation express en base de finance pour comprendre aussi comment ça marchait. Mais pour les NFT purs, c'était vraiment plus regarder des sujets sur Twitter, aller voir des blogs. À l'époque, il y avait Loopify qui avait fait pas mal de petits blogs, de guides pour les débutants et tout. Donc, ce genre de choses. Mais ça a été beaucoup de lecture de conversation, en fait, plus que des vraies ressources propres et carrées. Ça a été D'accord. vraiment, j'ai cette problématique-là, du coup, je vais essayer de trouver une réponse par rapport à ça. Voilà, plus qu'un cours structurant. Parce qu'en fait, moi, je m'étais plus arrêté sur la partie blockchain. Euh, Mhm. Potentiellement, tu as lu des white papers, Ouais, 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 j'étais tombé sur aussi un super article très bien fait, c'était en anglais, je ne me souviens plus de l'auteur, qui en fait faisait une histoire de tous les systèmes d'argent qu'on a eu depuis les céréales avec des paysans il y a genre 4000 ans, quelque chose comme ça, les premiers vestiges qu'on a qui datent de Babylone, je crois, et tous les systèmes d'argent qu'il y a eu avec les systèmes de royauté, les talons or, etc., jusqu'à l'intervention du Bitcoin. Et qu'est-ce que ça apportait réellement au-delà du fait que c'était purement numérique, ce qui du coup est vraiment le côté le moins intéressant de la révolution des crypto-monnaies. Et c'était plus sur la question de faire j'essaie de ne pas dire de bêtises, euh, des systèmes ledger en français, comment ça se dit déjà, cahier comptable Oui, à Ledger, trois ouais, c'est. parties. Ouais. Donc voilà, à trois parties avec la question de la cryptographie qui sert de tiers de confiance et donc qui permet du peer-to-peer sans avoir besoin de faire confiance à une autorité comme un gouvernement ou la royauté ou une banque centrale et tout. Et bref, donc cet historique-là, déjà, il m'a vraiment fait comprendre l'intérêt de ce que c'était au-delà de la question artistique, qu'est-ce qui est reposé derrière. Et donc après, il y avait toutes les questions de décentralisation, et très vite, au bout de quelques mois, il y a eu tout ce qui s'est passé avec, comment ça s'appelle, GameStop et Wall Street. Je ne sais pas si tu as suivi. De loin. C'était une... Ouais, bah, en gros, alors, si j'essaie de résumer, c'était une espèce euh, une chaîne américaine qui vend des jeux vidéo, et en gros, il y a un fonds spéculatif qui était censé Ah oui, spéculer ok, sur d'accord. sa Ouais, mort. oui. Voilà. Et là, il y a tout le monde qui s'est ligué contre eux, enfin les petits citoyens, on va dire, et qui ont réussi à complètement couler le fonds vautour et à sauver l'action et l'entreprise qui allait avec. Donc c'était drôle parce que c'était à la fois de la finance, un truc complètement punk, un peu en mode révolution, tout le monde dans la rue, mais en version finance. Oui. Et déjà, j'ai commencé à découvrir qu'on pouvait faire de la finance et avoir un côté un petit peu punk, voire anarchiste sur les bords. Et c'était nouveau pour moi, hein, français artiste de base, j'ai plutôt tendance à être à gauche. Et donc, c'est pas des choses qui naturellement m'attiraient beaucoup. Et là, ça a commencé à pas mal changer ma vision des choses. Voilà. D'accord. Ok. Et du coup, donc aujourd'hui, tu utilises pleinement les NFT. J'imagine que c'est ton quotidien. Donc, tu dis que Ouais. ça a changé ta vie. Aujourd'hui, qu'est-ce que ça te permet Est-ce que artistiquement, du coup, tu te sens différent, tu te sens évoluer comment ça a changé en fait ta vie artistiquement? Ok. Intéressante question. Euh, alors,
déjà, il y a quand même un paquet de choses que je faisais avant qui n'avaient aucune possibilité d'être monétisées. Donc, juste sur le point de vue, essayer d'en vivre, c'était compliqué. Parce que je faisais des trucs purement numériques, à base d'illustration, mais qui n'étaient pas non plus des commandes commerciales. Donc, je voyais plein de monde dire au début, ceux qui étaient contre les NFT vendaient des prints, mais très peu de personnes vivent de ça. Puis, sans parler du fait que si on veut le faire soi-même, c'est une galère pas possible au niveau logistique. Donc voilà, niveau monétisation et en vivre, c'était absolument pas possible. Donc déjà, ça m'a permis de continuer ce que j'aimais faire, mais en le rendant plus viable, en le structurant mieux. Et après, au niveau artistique, ça a changé pas mal de choses au niveau des possibilités interactives. Je pense surtout à Async Art, sur lequel j'ai été accepté en même temps que SuperArt à peu près, et qui permet à tous les artistes, même si on n'est pas codeur, de faire des œuvres interactives qui peuvent être aussi collectionnées collectivement, où il y a plusieurs strates à une œuvre. Par exemple, quelqu'un a un personnage, une autre personne a un autre bout du décor, etc. Et pour chaque élément d'image, il va y avoir 4, 5, 10 variantes différentes. Et c'est le propriétaire de chaque élément d'image qui peut choisir le variant. Et du coup, ça fait quelque chose qui est modulable, ce qui déjà, d'un point de vue artistique, est super intéressant, parce qu'il y a toujours ce truc de... on peut demander à n'importe quel artiste, il y a une œuvre qu'on fait qui est finale, avec un certain choix de couleurs, de choses et tout. Et c'est pas forcément la meilleure incarnation de l'œuvre, c'est une qu'on a choisie parce qu'il faut bien s'arrêter sur quelque chose. Mais toutes les autres versions alternatives, elles existent dans notre cahier de brouillon ou peu importe, mais elles sont pas forcément moins bonnes. Et là, par exemple, le fait de pouvoir mettre des variantes, ça permet quelque part de pouvoir mettre l'œuvre de façon plus complète et multiple à la disposition de tout le monde sans forcément s'arrêter sur une version finale. Et ça par exemple, c'est un truc qui est assez un peu survolé. Pour moi, en tout cas, conceptuellement, je trouve ça vraiment génial, quoi. Il y a un côté un D'accord. petit peu, tu mets l'œuvre à disposition, celle qui est dans ta tête, dans sa richesse et dans ses possibilités, plutôt que juste dans une actualisation finale. C'est assez... ouais, pardon. C'est intéressant ce que tu dis. C'est la première fois qu'on me parle de ça. Et du coup, est-ce que les niveaux que tu peux permettre en fait aux personnes qui détiennent les différents composants du NFT sont plus ou moins limités par rapport à toi ce que tu avais imaginé dans ton cahier de brouillon, ou c'est vraiment en fait la personne elle a un choix, elle peut vraiment faire son choix et c'est en dehors de toi ce que tu avais imaginé plus ou moins dans ton évolution. Alors, c'est comme les séries génératives à base de Bored Apes ou des trucs comme ça. On imagine un certain nombre de choses parce qu'on fait tous les traits, toutes les variantes nous-mêmes. Mais alors, moi, dans mes œuvres, là, c'est plus parce que j'ai fait quelques projets génératifs aussi. En tout cas, il y a des combinaisons, même si on peut les faire et on peut les imaginer, on n'y pense pas parce qu'il y en a tellement de possibles on fait attention à quelques-unes, on teste le système, mais on ne voit pas tout dans le détail. Et là, il y a par exemple la série que j'ai dans mon dos, là, un truc sur les rêves avec plein d'éléments qui sont générés aléatoirement. Il y avait pas mal de choses que j'avais pas vraiment imaginé, des combos spécifiques, des couleurs spécifiques qui allaient super bien ensemble, ou même des objets qui allaient bien ensemble. Et en faisant la série, j'avais beau connaître tous les éléments par cœur, je n'avais pas pensé que, bah, tiens, ces 4 éléments ensemble, ça fait un truc vraiment particulier. Donc ça, c'est sympa parce qu'on découvre soit au moment où la personne le mint, soit au moment où la personne peut jouer avec et changer les variantes, euh, certaines combinaisons qu'on n'imaginait pas, tout simplement. Donc on D'accord. peut découvrir notre art par le biais de quelqu'un d'autre. Ouais. Parfait. Et du coup, le côté un collectionneur qui peut modifier, comment ça se Oui. passe concrètement? Comment il le fait? Comment il peut le Alors faire? c'est très simple. Par exemple, sur l'image derrière moi, imagine que le coquillage qu'il y a sur la coche de l'écran, tu as envie que ce soit quelque chose d'autre. Imaginons qu'il y ait une dizaine de coquillages différents, ou alors, j'en sais rien, un autre nuage, ou une tête de mort, ou peu importe vraiment un personnage. Du coup, suivant le nombre de choix qu'il y a, le collectionneur, il faut payer un peu de gaz, évidemment, parce que c'est quelque chose qui se passe on-chain. Et une fois qu'on a payé le gaz, on peut choisir entre les différents variants et donc voilà, orienter le choix sur ce qu'on veut. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, comme sur les œuvres générales d'Async, les différentes couches de l'image peuvent appartenir à des gens différents. Des fois, j'ai vu sur Twitter, par exemple, deux de mes collectionneurs commencer une discussion en ah, bah, si on va voir ce résultat final, c'est comme c'est toi qui as cette partie de l'image, il faudrait que tu changes ça en ça, et moi je change ça en ça, on va le faire ensemble et on aura ça comme résultat ensemble. Et du coup, c'est une construction collective entre plusieurs collectionneurs et il y a une petite dynamique sociale qui est assez intéressante aussi. D'accord. Ah, c'est marrant ça. Et ça arrive souvent ce type d'interaction au niveau de ta communauté?
Non, non, c'est quelque chose d'assez rare, mais aussi parce que j'en ai pas fait tant que ça au final. Mais globalement, j'ai déjà vu chez d'autres artistes aussi. C'est juste, ouais, ici pour moi, à cause de ça, parce qu'ils permettent vraiment des choses que notre plateforme ne permet, c'est un peu, je trouve qu'ils sont sous-estimés à mort parce qu'ils mériteraient d'être aussi connus que Super Rare, et c'est encore un truc un peu confidentiel alors qu'ils sont là C'est depuis 2 ans, je crois, 3 ans. C'est Async, A-S-Y-N-C, comme oui, asynchrone, oui. voilà, et Async Art. Et donc, du coup, ça, c'est un. Donc, toi, tu le vois plus ou moins comme un outil qui te permet de faire de l'art génératif. Euh, et donc, globalement, en fait, toi, tu amènes en fait tout un ensemble de composantes. Et ensuite, Async va faire plus ou moins le travail de ben, je prends ça, je l'assemble avec ça, etc. Mais de manière Ouais, aléatoire. ouais. Alors il y a deux formats. Il y en a un où c'est pas aléatoire, donc c'est soit, par exemple, tu choisis le nombre de couches dans ton image, tu peux en mettre 5, admettons, tu peux mettre dizaines de variantes par couche, ça te fait tant de possibilités. Et là, chaque propriétaire de couche va choisir, comme je disais tout à l'heure, donc avec un peu de gaz, on change quelle variante apparaît. Et après, il y a ceux où c'est pas le propriétaire, mais c'est un autre feed, comment dire, un autre indicateur qui va faire changer les variantes. Le plus classique qu'ils ont, c'est basé sur le temps, c'est-à-dire ça change toutes les heures sur 24 heures. Donc par exemple, tu fais 24 versions différentes d'une même œuvre, et chaque heure de la journée va avoir une version différente. Donc si tu connais bien l'œuvre, en plus, c'est rigolo parce que tu peux savoir l'heure qu'il est en la regardant, parce que tu sais qu'à 13 heures tous les jours, par exemple, ce personnage a telle chaussure, ou peu importe. Et D'accord. il y a aussi les versions plus simples avec un cycle jour-nuit, donc ça change à 6 heures, 7 heures chaque jour, il faut choisir le fuseau horaire et tout. Et il y en a qui avaient fait du custom code à l'époque, là ils en font plus parce qu'ils sont trop débordés. Mais ils avaient fait des trucs comme des œuvres qui changent par rapport au cours du Bitcoin, s'il monte ou il descend. Il m'avait dit que théoriquement on peut faire ce qu'on voulait. Par exemple, moi, j'avais une idée, bon je n'ai pas pu faire du coup parce que c'est du custom, prendre la température moyenne d'une ville au Groenland par exemple et faire une œuvre sur le réchauffement climatique avec en temps réel en fait si la ville dépasse tant de degrés, il y a ça qui apparaît à l'écran, etc. Donc voilà, il y a vraiment, il y a pas trop de limites. Encore plus quand les gens peuvent coder eux-mêmes. Moi, c'est pas mon cas, donc je dépends un peu de cette plateforme. Et enfin, ils ont une dernière chose qu'ils appellent les blueprints. Et là, c'est pour faire vraiment du génératif. Donc une fois que l'œuvre est mintée, elle ne change plus. Où là, on upload juste toutes les variantes possibles de chaque élément de l'image. Et chaque mint tire au sort une combinaison différente. D'accord. OK. Et ils ont fait Et ça donc, aussi avec la musique. Ça, c'est marrant de le avec dire. de la musique aussi? Ouais, par exemple, cas typique, on fait un morceau, 5 versions différentes de la partie de batterie, 5 versions différentes de la partie de basse, 5 versions différentes de la partie de chant, etc. Et pareil, on peut minter une combinaison aléatoire de toutes ces parties. Et donc le musicien qui a fait le truc va aussi découvrir des combinaisons qu'il ne connaît pas. Voilà, c'est D'accord. assez intéressant et assez novateur. Ok, d'accord. Ben, c'est marrant parce qu'en fait, tout à l'heure, là, à midi, j'avais un interview avec Justine Villegrain, cofondatrice là, de NFT Factory, et justement, je lui demandais en fait ce qu'elle pensait qui manquait, ce qu'elle aimerait voir en fait un peu plus dans l'écosystème, et elle me disait en fait, c'est ce que tu viens de dire là, de l'art. En fait, c'est plus de collab avec des artistes et des musiciens, et d'avoir en fait des projets génératifs autour de la musique. Ouais, Donc ben c'est voilà. marrant. Du coup, il y a déjà ça qui existe. Mais voilà, ça m'étonne pas que, par exemple, elle en parle. Je pense qu'elle en a pas entendu parler non plus. Parce que, bon, maintenant, de toute façon, l'espace crypto, il y a tellement de choses qui se passent que c'est difficile d'être au Oui. courant de tout. Ouais, Ouais. c'est sûr, ça Mais, bouge. Ouais. Non, excuse-moi de t'avoir interrompu, vas-y, continue. non, non, pas du tout. Non, non, regarde, moi, j'attends de voir aussi plus du génératif musical avec, pas forcément juste des combinaisons, mais des outils, des algorithmes qui génèrent des parties musicales en temps réel. Donc, pas quelque chose de fixe, pas quelque chose de minté et c'est fait, mais vraiment plus voilà, des formes qui bougent, qui interagissent les unes avec les autres et qui produisent des sons différents ou des mélodies différentes. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire, surtout avec la synthèse sonore, en modifiant les oscillateurs d'ondes. Enfin, voilà, je pense à plein de trucs comme ça, et pour quelqu'un qui code, il y a vraiment moyen de faire des trucs super encore. Je pense qu'on n'a pas encore tout vu en musique. Voilà. C'est plus compliqué aussi, je pense, au niveau marketing, parce que l'image, c'est, je sais plus, le temps de cerveau nécessaire pour, en gros, interpréter une image, il est très très court.
Donc c'est génial parce que pour les NFT, ça s'y prête bien, on voit le truc, encore plus quand c'est pas une animation. C'est fixe, on a tout d'un coup, c'est facile à montrer, à vendre, à exposer, etc. Et la musique, comme la vidéo, c'est des œuvres avec la dimension temps. Du coup, forcément, faut attendre, faut prendre le temps de digérer, c'est moins direct. Voilà. Donc je pense que c'est pour ça qu'il y a un petit retard encore pour la musique. D'accord. Ok. Ok. Et donc, du coup, toi, tes œuvres d'art, tu les classerais comment? Tu fais du génératif, tu fais du un pour un, tu, dans quelle catégorie d'art tu crées avec les NFT? Alors, un pour un édition générative, je fais un peu tout. Mais au niveau du style, c'est psychédélique, surréaliste. Dans mes influences, je cite souvent Möbius. Bon, j'ai fait aussi un mémoire sur Takashi Murakami, donc il y a une petite influence au niveau de l'utilisation enfin, de garder des lignes de contour assez développées, quelque chose de très coloré aussi, un peu pop, voilà. Mais avec toujours un ton surréaliste, psychédélique, un peu coloré, un peu barré, quoi. Et Ok. beaucoup de symbolique Et, aussi. Donc c'est narratif. et les deux artistes, donc Takashi no Monagomi, Murakami. c'est ça? Non, Murakami, pardon. Je parle un peu japonais, donc j'ai. Voilà. Ok. Euh, Bah, au pire, je te demanderai de me donner juste les deux noms dans le chat, là, parce que du coup, ouais, je prends des notes en même temps. Mais, je vais et l'écrire en donc, même temps. yes, merci. C'est deux artistes qui sont encore vivants? Oui, Takashi Murakami, il est bien vivant. Möbius, non, il est mort il y a quelques années. C'est un Français qui a fait pas beaucoup de BD de science-fiction et qui avait un style très particulier qui maintenant a été repris à droite à gauche. Enfin, il a vraiment gagné une stature mondiale et c'était même une des références de Hayao Miyazaki. Et ils se sont rencontrés quand même avant qu'il meure à Paris une fois pour une exposition. C'était assez marrant parce qu'ils sont tous les deux assez âgés. Il y avait une petite, quand on regarde la vidéo, il y avait une petite, on dirait un grand respect, mais aussi une grande timidité des deux côtés. Ils se regardaient un petit peu comme deux gosses qui allaient se dire bonjour. C'était marrant. D'accord. Et d'accord. Et Takashi Murakami, il est super connu parce qu'il avait fait, bon, il exposait dans les plus grandes collections du monde. Il a des musées à lui tout seul. Dans les NFT aussi, il a fait une collection avec Artefact, RTFKT. Et, et voilà quoi, globalement. Et il a fait aussi des sacs à main pour Louis Vuitton et une pochette d'album pour Kanye West. Donc ça va, il est pas tombé dans l'oubli. D'accord. Ok. Et donc, le côté narratif, parce que tu exprimais en fait, donc c'est a priori ces deux personnes qui t'influencent le plus. Et tu parlais également Entre autres. de narratif, entre autres. Et que, côté narratif, parce que tu disais qu'il y a aussi, enfin, il y a aussi le côté narratif. Donc, qu'est-ce que tu peux dire sur cette partie-là? Voilà, ça va être touffu. Euh, alors déjà, j'ai des séries spécifiquement narratives. Là, j'ai un espèce de monde très onirique qui est tout sur les rêveurs, les rêves, euh, dont ce que j'ai derrière moi fait partie. Ça, c'est narratif parce que, par exemple, il y a des personnages qui sont des rêveurs lucides dedans, donc il y a vraiment un arc narratif. Il y a une histoire que j'écris avec un des collectionneurs, parce qu'il y avait plusieurs avatars, c'était avant les Bored Apes, donc c'était un peu... c'était pas avant-gardiste, mais bon, en tout cas, je jouais un peu avec le côté d'utiliser un avatar pour jouer un rôle. J'ai commencé ça en mars ou en avril 2021, je sais plus. Et il y avait un des personnages qui était un des seuls qui était en exemplaire unique, qui est un personnage solitaire et qui, du coup, pour le côté solitaire, je voulais que ce personnage vive une aventure euh, toute seule, tout seul. Et le collectionneur qui a pris ça, j'ai de la chance parce que c'est quelqu'un qui a bien voulu se prêter à l'exercice d'écriture. Donc, on coécrit tous les deux une histoire qui se passe dans les rêves ensemble, qui évolue petit à petit. Voilà. Donc ça, c'était cool. Et après, au niveau narratif, c'est juste qu'à chaque fois que je fais une œuvre, je fais pas d'œuvre vraiment juste pour le plaisir esthétique. Ça peut m'arriver, mais c'est très rare. Et en général, j'essaie toujours de raconter une histoire avec les symboles, avec les détails, avec même des fois le choix des couleurs ou ce qui se passe dedans. Et je travaille pas mal sur un concept, j'appelle ça la mythologie de la blockchain, c'est-à-dire que je traite ce qu'on vit aujourd'hui dans notre monde qui est très numérique et encore plus dans l'écosystème des blockchains comme une mythologie, avec des figures mythiques, avec des choses qui se passent et qui sont intéressantes pour moi au niveau symbolique en tout cas, autant que les sujets classiques comme l'amour, la mort. Voilà. D'accord. Je pourrais donner un exemple. J'ai fait une œuvre en collaboration avec d'autres artistes sur la burn address, l'adresse dont on sert pour envoyer les NFT à la poubelle et beaucoup d'autres choses sur les blockchains.
qui je trouve est ultra fascinant parce qu'il y a des tonnes de choses dedans, il y a des millions, voire peut-être maintenant des milliards de dollars en Ether qui sont perdus dedans. C'est un wallet qui ne sert à rien et auquel personne n'a accès et qui sert de poubelle. Donc quand on met une œuvre dedans, en général, les sites ne la répertorient plus et elle reste là et on pense qu'on l'a supprimée, on ne l'a pas supprimée, elle a juste été mise dans un wallet perdu. Donc c'est un espèce d'énorme coffre à trésor que tout le monde peut regarder mais que personne ne peut toucher. Et là, il y a un truc, je trouve, qui est super intéressant. Ça, on peut le voir sur OpenSea, donc si n'importe qui m'écoute veut essayer, vous pouvez aller voir, il suffit d'aller dans la barre de recherche de taper burn address et on peut trouver le compte de la burn address et juste s'amuser à regarder ce qu'il y a dedans par collection, il y a évidemment des milliers et des milliers de choses. Et dans l'œuvre, donc, je me suis inspiré de pas mal de choses qui ont été jetées dedans et il y a une main dedans qui s'approche de la burn address et qui essaye de prendre mais qui ne peut pas toucher, qui est repoussée, donc il y avait, voilà. Donc, symboliquement, là, je raconte une histoire sur ce que j'imagine qui se passe dedans, tout ce qui est perdu dedans. D'accord, ok. Et donc là, quand tu parles de la burn address, tu parles de l'adresse 0. Alors, il y en a deux. Il y en a une qui est à la fois l'adresse de création et de destruction, qui est la 0. Et il y en a une autre qui est plus souvent utilisée comme cimetière, en fait. C'est la 0x0000. Et à la fin, c'est juste dead, D-E-A-D. Et voilà, donc c'est celle-là que j'ai utilisée pour ce projet-là, mais les deux sont bonnes. La différence, je pense, c'est que la 0, de ce que j'ai compris, j'ai essayé de regarder en temps réel comment ça fonctionne, parce que tu as des trucs qui circulent tout le temps. Il me semble que la 0, en tout cas sur OpenSea, ce qu'on met dedans ne reste pas longtemps, ou alors très vite supprimé du site, alors que sur la version dead, on peut y accéder plus tard. On peut toujours regarder ce qu'il y a dedans. Et comme j'avais fait quelques autres œuvres, on peut interagir avec l'intérieur de la blockchain. Ça, c'était un truc que j'ai réussi à faire grâce à Async, justement. Du coup, j'avais besoin de quelque chose qu'on puisse regarder quand même, qui ne soit pas totalement inaccessible. D'accord. Mais là, en fait, là, ce que tu es en train d'évoquer, c'est le côté quand on est en train de browser sur OpenSea. OpenSea, en fait, décide en fait de montrer un asset ou pas. C'est ça? Ouais, mais toutes les plateformes fonctionnent comme ça parce que par exemple sur SuperRare, si tu brûles un token que tu viens de créer, dans cette adresse-là, il ne sera plus affiché sur le site. Donc quelque part, en fait, quasiment toutes les plateformes fonctionnent avec et c'est comme si c'était supprimé. C'est ce qu'on a de plus proche de supprimer, mais bon, c'est la blockchain, donc rien n'est vraiment Oui, supprimé. oui, on peut rien supprimer. Mais en fait, c'est peut-être que j'ai mal compris l'exemple, mais quand tu dis qu'on regarde, on regarde depuis ta collection que tu as créée toi, ou on regarde en fait sur l'adresse de burn? Alors, normalement, du coup, comme ça ne s'affiche pas sur les sites, y compris sur Async, et j'avais fait une œuvre spécifique où j'ai demandé à Async, ils ont été OK. C'est la seule de la burn address qui s'affiche sur le site maintenant, où en fait les collectionneurs, ils ont la partie du NFT qui permet de contrôler les variantes, comme j'expliquais tout à l'heure, de l'image. Mais le résultat final, l'œuvre qui est la combinaison de toutes les variantes, est dans la burn address. Et c'est ça qu'ils ont accepté de continuer à afficher sur le site. Et donc, en fait, ce qu'il y a d'assez drôle, c'est qu'au début, je voulais trouver, pour toute l'histoire qu'il y a derrière, parce qu'il y a une petite narration en plus, un moyen d'interagir avec la blockchain, enfin avec la burn address, et je pensais qu'on ne pouvait pas y arriver. Et en pensant à Async, je me suis dit, mais attends, si je brûle le master, c'est-à-dire la combinaison de tous les variants, mais qu'on garde dans le système normal les contrôleurs, du coup, tu peux contrôler quelque chose et changer quelque chose qui est dans la blockchain. Donc, tu ne peux pas accéder à la blockchain, mais par contre, tu peux interagir avec ce qui est le cimetière de la blockchain, mais tu peux interagir avec quelque chose qui est dedans. Donc, pour moi, narrativement, c'était un peu comme si tu communiquais avec les morts presque. Voilà. Donc, j'étais assez content d'avoir trouvé cette petite technique. Et donc, normalement, tu ne peux pas le voir. Il faudra aller sur la burn address d'OpenSea et regarder spécifiquement le compte. Mais voilà, ils ont fait une exception là-dessus. Ok, d'accord, parfait. Après, juste vraiment pour vraiment comprendre, hein, c'est pour ça que je pose des questions encore sur ce sujet. Quand tu dis on peut interagir, c'est donc tu utilises Async. Async, tu lui donnes en fait un ensemble de composants. Cet ensemble de composants, ça passe dans une moulinette, ça donne un résultat. Ce résultat, tu l'envoies dans le burn. Tu l'envoies dans Ouais. la burn adresse. Quand c'est dans la burn adresse, tu dis qu'on peut continuer à interagir, mais sur cette phrase, c'est quoi exactement qu'on peut continuer à faire? C'est visualiser ou Ouais. le modifier? Alors, on peut visualiser du coup le NFT de la burn address de toute façon en le cherchant, mais c'est juste que le système d'Async, en gros, chaque couche, chaque strate a son propre NFT de contrôle. C'est-à-dire, par exemple, il y a le décor, tu as un NFT de contrôle, et donc même si tu brûles le NFT final, la somme de tout, qui est la vraie œuvre finie, ça ne brûle pas forcément les autres, puisque ça peut être des propriétaires différents, être dans des wallets différents et tout.
Donc c'est pour ça qu'on peut avoir une partie dans la bonne adresse et une partie qui n'y est pas. Voilà, donc D'accord. c'est un truc un peu à cheval. Ok, très bien. Et ça, c'est un des. Ce projet, il a été fait quand? C'est quand que tu as fait ça avec. Juillet dernier. Et donc, ça fait partie de ce que tu appelles la mythologie de la blockchain. Ouais. Ok. Donc, ça, C'est c'est pas une collection officielle, hein, c'est vraiment plus euh, une collection dans ma tête. Je sais pas, comme il y a des peintres, tu regardes, on dit ah bah tiens, a posteriori, on peut dire que ce peintre a eu une période bleue pour Picasso, quelque chose comme ça. Là, c'est un peu de cet ordre-là, c'est-à-dire que j'ai compris après que j'avais plusieurs œuvres qui rentraient dans une thématique globale où j'essaie d'explorer ça en fait. Qu'est-ce que c'est que d'être là aujourd'hui, d'être un artiste dans une époque où on développe le numérique, les blockchains, etc. Et faire quelque chose qui soit de ce temps-là, quoi. D'accord. Ok. Ça a du sens. Là, aujourd'hui, sur tes créations du moment, tu travailles sur quoi en ce moment? T'as quoi, en fait, qui Ouais. te parle? Alors là, pour la série onirique narrative, j'ai envie de faire des musiques justement. Avec l'outil dont je parlais tout à l'heure, j'ai envie de faire une espèce de musique onirique qui se développe en plein de versions différentes. Donc je vais travailler dessus un petit peu, mais c'est compliqué parce que je voulais faire un système où c'était gratuit pour certaines personnes, mais il faut burn des trucs. Enfin, voilà, je suis en train d'essayer de mettre en place la partie technique et de créer en même temps. Et surtout, là, je travaille sur mon prochain avonique qui sera sur comment il s'appelle, New French Touch. Donc voilà, c'est un space super rare qui est tenu par des Français. Et ils avaient un thème qui était de curation qui était exactement ce sur lequel je bossais. Donc j'en ai parlé avec Brian Becafico, alias, je sais pas comment il prononce son pseudo, Art the Mort, je sais pas. Euh, et donc voilà, il voulait quelque chose qui soit en rapport des fois un petit peu avec l'histoire de l'art, ou en tout cas pas forcément en rapport direct, mais qui soit pas, je sais pas, qui n'ait pas de rapport avec rien, ou je sais pas exactement comment il expliquerait eux. Il fallait qu'il y ait un côté un peu irrévérencieux, un petit côté justement exploration du côté contemporain, numérique, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui et tout. Et en fait, j'étais en train de travailler justement sur le thème de l'être humain et de l'algorithme, et des intelligences artificielles, parce que là, dans l'art, on en voit de plus en plus des choses qui sont super intéressantes et travaillées, et des choses qui sont juste des gens qui envoient une ordre à une IA, un ordre, et qui mint, qui crée directement une œuvre avec le résultat brut sans. Enfin, c'est fait en 5 minutes, quoi. Du coup, ça pose un peu des questions sur qu'est-ce que fait un artiste dans l'histoire. Et aussi sur les algorithmes qu'on subit tout le temps, par exemple dans la sphère crypto sur Twitter, où il faut connaître des règles invisibles que personne ne connaît, juste en entendant parler et tout. C'est une espèce de soumission non voulue et pernicieuse, parce que très subtile, à un algorithme. Voilà. L'algorithme, normalement, il est censé faciliter la vie de l'être humain, nous aider à faire des choses mieux et tout. Et en l'occurrence, pour les réseaux sociaux, c'est complètement l'inverse. C'est nous qui nous soumettons à quelque chose qui est invisible, avec des règles qui changent, on ne sait pas quand, on ne sait pas pourquoi. Et c'est un peu frustrant. Donc il y a aussi un peu de ça dedans. Il y a le côté. C'est un remake de la création d'Adam de Michel-Ange. Ce qu'il y a ce plafond de la chapelle Sixtine avec Adam qui, qui touche du doigt presque Dieu. Où là, du coup, c'est une femme qui a un casque de VR qui crée un algorithme, on va dire. Et à la place de Dieu, c'est un algorithme, pour le coup, qui flotte. Donc D'accord. voilà, c'est assez drôle. Il y a une musique aussi, et la musique est à moitié faite par un algorithme. J'essaie de vraiment mettre collaboration humain et algo dans tous les éléments de l'image. Donc il y a du génératif, il y a des choses que j'ai faites à la main, et voilà, c'était un thème qui me parlait bien, et c'est assez cool de pouvoir rallier le thème à la façon dont c'est fait, que les deux soient vraiment la même chose, que ce soit au niveau de la musique, de l'image ou du concept. Ok. C'est cool, hein, merci de l'explication. Toutes les informations que tu donnes, imaginons que, en fait, moi, j'ai pas la chance, en fait, de t'interviewer. Comment je peux avoir le même niveau de détail? Donc, autrement dit, imaginons que je suis un collectionneur, donc je m'intéresse un peu à ce que tu fais. Euh, Comment je fais pour avoir ce niveau de détail sans être, tu sais, avec toi dans un podcast? Ouais, c'est compliqué parce qu'en plus, comme je fais beaucoup de choses et que souvent ça a besoin d'explications, il n'y aura pas malheureusement d'endroit où avec tous les résumés, mais j'ai un ensemble de liens sur mon site internet, donc c'est un peu
moyennant un peu d'exploration, on peut retrouver tout assez facilement parce que j'essaye de développer à chaque fois chaque projet. Voilà, par exemple, pour cette œuvre, ce sera juste aller voir sur Super Rare et en général, dans les descriptions, dans les descriptions, je décris assez bien quand même qu'est-ce qu'il y a derrière ou pourquoi c'est là. Et aussi sur mon site, à chaque fois, j'essaie de faire une page par projet et expliquer un petit peu, donner la pensée, qu'est-ce qu'il y a derrière, l'historique de l'œuvre et tout. Là, par exemple, j'ai un gros projet que j'espère, je vais bientôt monter la deuxième partie. C'est celui dont je parlais au début, avec lequel j'ai rejoint les NFT, qui utilisent de l'art de la Renaissance. Donc là, c'est pareil, au niveau conceptuel, il y a beaucoup de choses à expliquer. Et si quelqu'un va sur mon site ou même sur ma liste de liens, c'est pas Linktree, c'est Linkfire, c'est presque la même chose. Il y a, voilà, il suffit de cliquer sur le projet et là, il y a toute une liste de choses, d'exemples, des interviews qui sont liées, des choses comme ça. Puis en général, il ne faut pas hésiter surtout à me contacter s'il y a quelqu'un qui écoute et qui se pose des questions. Moi, je suis très content de pouvoir réorienter plus facilement si on s'y perd. Tu l'as? Ouais, C'est parfait. ce lien-là? D'accord. Très bien. Ok. Non, parce qu'en fait, si tu veux, moi, le podcast, la Robert Spotlight, moi, comment je l'ai imaginé, en fait, c'est que c'est en fait, un micro ouvert en fait, pour toute personne qui est impliquée dans le monde des NFT. Et donc là, récemment, donc là, ça va faire proche de 20 épisodes. Donc j'ai parlé avec beaucoup Ouais. d'artistes. Et ce que je me rends compte, en fait, je me pose des questions en temps réel, en fait, pour animer le show. Mais ce que je me rends compte, c'est qu'il y a un décalage entre... après, c'est logique, hein, il y a un décalage entre toute l'information que je peux obtenir en fait en temps réel Ouais. et l'information que j'obtiens en fait en allant en fait sur internet quoi. Et du coup, je me dis que du point de vue de l'artiste, si la possibilité en fait de fournir le même niveau de détail qu'il peut fournir en fait dans le podcast, en fait, ça va aider déjà à faire comprendre ce qu'il avait en tête, comment il a imaginé la chose, le process créatif, etc. Vraiment parler du projet. Et donc, du coup, si il y a plus de personnes qui comprennent quel est le cœur du projet, théoriquement, en fait, il y aurait plus de personnes qui seraient susceptibles de vouloir collectionner Ouais. la pièce. Et du coup, c'est pour ça que C'est je posais la question. c'est sûr. Du coup, en fait, ça, quelque part, ça valorise ton travail parce qu'on a besoin d'être interviewé aussi, de participer à des spaces sur Twitter, d'aller sur Clubhouse, même des interviews textuelles parce que justement, c'est difficile de fournir ce niveau de détail, y compris, même comme moi, quand on le fait quand même sur Internet, sur des pages dédiées, finalement, pour que la personne la trouve, c'est pas toujours évident. Des fois, elle va cliquer, elle va faire 2-3 clics, elle va pas trouver exactement ce qu'elle cherche, et pourtant, c'était pas loin. Et je sais pas s'il y a vraiment de réponse à ça. Mais pour le coup, il y a quand même pas mal de collectionneurs qui, moi, m'ont contacté directement en privé, posent des questions, dire ah, il y a quoi ça D'accord. derrière ça? Ah ouais, je savais pas. Et du coup, voilà. Il faut pas hésiter. Ça, c'est un des super bons côtés de l'art crypto, c'est on peut avoir des relations collectionneurs-artistes qui sont très directes. Et moi, je suis toujours super content quand j'ai un collectionneur, ou même quelqu'un qui n'est pas un collectionneur, mais qui se pose des questions, qui vient me voir en privé, qui me dit bon, super, qu'est-ce qu'il y a derrière, c'est quoi l'histoire, voilà. Mais de toute façon, tous les collectionneurs les plus, comment dire, les plus intéressés, qui sont pas juste là pour faire un flip ou juste pour un truc visuel, en général, ils vont venir à un moment, ne serait-ce que déjà pour s'assurer que la personne ne soit pas un voleur ou une voleuse d'œuvres, voilà, de se faire une idée globalement de est-ce que la personne est digne de confiance. Et en général, bon, il y a des très bons mythomanes, mais en général, juste avec un petit contact humain, en racontant ce qu'il y a derrière les œuvres, c'est aussi une bonne façon de limiter sa possibilité de se faire arnaquer pour un collectionneur ou une collectionneuse. Donc voilà, c'est D'accord. une bonne chose à faire. Ok, ok. Ça a énormément de sens. Euh, Sur le côté, justement, en fait, sur ce que tu viens de dire, tu as ton propre contrat, tu as ton propre smart contract, tu utilises en fait un contrat qui, en gros, Ouais, c'est gens. ouais, même plusieurs. Alors j'utilise encore les contrats de plateforme parce que j'ai quelques trucs qui sont bloqués sur, par exemple, sur Non-Origin maintenant, qui appartient à eBay, donc c'est un peu le branle-bas de combat chez tous les artistes qui étaient sur Non-Origin en mode est-ce qu'on reste dessus, qu'est-ce qui va changer, on n'en sait rien, ça c'est compliqué. Et sinon, sur le contrat de super rare, enfin toutes les plateformes sur lesquelles j'avais été accepté, mais depuis j'essaye d'utiliser plus Manifold, du coup qui permet d'avoir ses propres smart contracts.
avec des exceptions évidemment, parce que par exemple Async dont je parlais tout à l'heure, qui a des capacités pas possibles, c'est forcément sur le contrat d'Async parce qu'on ne peut pas le faire nous-mêmes. Donc, voilà. C'est comment tu as dit l'outil là? Le Mindful? Comment tu as dit? Manifold, alors attends, je tape en même temps sur le chat. Manifold, je pense que ça va vraiment être ça commence déjà d'ailleurs à être le standard. Le standard pour tous les artistes, parce que là, il y a Foundation et Super qui les acceptent. Donc, c'est à la fois le contrat propre de l'artiste, avec même dans le code, tu peux mettre de l'art en caractère, tu sais, en ASCII. Et ça, c'est un petit bonus, mais c'est un peu, c'est assez drôle quand même. Et on peut soi-même faire des updates sur le fichier de l'œuvre. Ce qui, au début, il y a des gens qui râlaient en disant, du coup, ça veut dire que l'artiste pourrait théoriquement changer l'œuvre après que je l'ai acheté. Et alors, évidemment, c'est un danger, mais enfin, si on ne fait pas confiance à l'artiste, autant pas collectionner direct. Oui. Moi, ça m'a permis à un moment d'avoir. Pourtant, je regarde mes fichiers en long, large et en travers avant de les minter. Mais j'ai une œuvre où à un moment, il y a quelque chose qui aurait pu être mieux. C'était pas une erreur. Mais juste, genre, quelques semaines plus tard, j'étais là. Ah ouais, mais en fait, ça, ce serait cool. Bah, le fait de pouvoir updater l'œuvre, en fait, ça permet ça. Et ça permet aussi autre chose. J'ai pas mal planché sur le sujet, à me poser des questions, à voir avec d'autres personnes comment est-ce qu'on peut faire avancer le concept de conservation d'art numérique, qui est très compliqué aujourd'hui. Il y a un des problèmes qu'on a, c'est que même si les fichiers sont pérennes, sont sur des disques durs décentralisés, avec du stockage en ligne, qu'on multiplie les supports, si par exemple on fait un fichier vidéo qui a un format MP4, qu'est-ce qui nous dit que dans 10 ou 20 ans, les gens liront encore des fichiers MP4 ? Il y a des chances que les formats évoluent grandement, et si on ne peut jamais changer les formats des NFT, ça veut dire qu'ils ont une date de péremption aujourd'hui, déjà. Et c'est un problème. Alors, du coup, le fait de pouvoir changer le fichier artistique, ça permet aussi d'être sûr que les NFT, ils seront toujours lisibles. En tout cas, tant que l'artiste est là, il veut bien faire l'effort de transformer ça dans un nouveau format qui est devenu standard dans 10 ans, peut-être, ou je ne sais pas. J'aime bien essayer de considérer que l'art crypto n'est pas un truc à jeter, il peut être durable. Du coup, ça, c'est un gros plus aussi. D'accord, ok. Donc, du point de vue artiste, Manifold, ça c'est vu comme un peu le standard du smart Ça contract devient. no code. Ouais. D'accord, ok. Ça devient, ça permet de faire des collections différentes sous différents smart contracts. Ça permet aussi très facilement de séparer, de changer les royalties par NFT ou par collection. Et c'est un système qui s'appelle Royalty Registry et qui est compatible avec OpenSea, avec SuperRare, avec LuxRare, avec toutes les plateformes qui utilisent le même système. Et par exemple, pour les collaborations, c'est super parce qu'on peut décider que sur celui-là, jusqu'à ce qu'on le change, en tout cas, il y a 3-4 personnes différentes, on met leur adresse de wallet, c'est hyper simple. Et à chaque vente, chaque revente, ces personnes-là touchent un pourcentage de la revente. Donc c'est vraiment très bien fait et c'est ultra simple en plus d'utilisation. Ils ont fait un truc vraiment, vraiment top. D'accord. Tu as parlé de non-origine et le rachat d'eBay. Quel est justement, c'est quoi ton ressenti, toi, par rapport à ça? En gros, Alors, tu penses quoi de ce move-là, que eBay a racheté non-origine? moi je trouve que c'est. J'entends l'argument ouverture à tout le monde, adoption de masse, etc. Moi, je suis juste pas très content parce que eBay rentre dedans, ils ont tout à fait le droit. Toutes les grosses compagnies vont finir par le faire, donc ça va finir par arriver. Mais pour moi, ils auraient dû acheter une plateforme qui n'était pas sélective au niveau de l'art et qui n'était pas vraiment centrée sur les artistes comme l'était Non Origin. Ils auraient dû acheter quelque chose comme Foundation, OpenSea ou quelque chose qui en gros a pas grand chose à perdre du point de vue curation. Dans Origin, c'était exactement l'inverse depuis le début. Ils étaient vraiment en mode on soutient nos artistes, et c'est vrai, ils le faisaient beaucoup, tout le monde les aimait beaucoup pour ça. Et voilà, ils étaient assez sélectifs, ils faisaient vraiment un vrai travail de curation. Alors, la raison pour laquelle ils se sont fait racheter, moi j'ai eu des oreilles qui ont traîné en coulisses, donc D'accord. c'est parce que malheureusement, Non Origin n'était pas solvable. Et ça date pas du bear market, ça date d'avant, même avant, en fait, ils étaient toujours très, très limites. Et en fait, l'idée, je pense, c'était que s'ils laissaient continuer le bear market tel quel, ils auraient fini par couler. Donc, quelque part, c'était soit être racheté par eBay, soit disparaître. Donc, Ok. même si je suis un peu contre, quelque part, je préfère qu'ils continuent à exister et de voir ce qu'ils arrivent à faire en étant chez eBay que de disparaître complètement. Donc, je ne suis pas en colère, c'est juste un peu, c'est dommage, quoi.
Après, est-ce que eBay va respecter ça? Je ne sais pas, c'est la grande interrogation, en fait, on n'en sait rien du tout. Mais déjà, le premier coup de devoir interdire l'accès à la plateforme à des artistes suivant leur nationalité, c'est assez horrible. Enfin, Ah, ça date de quand ça? alors, c'est la mauvaise blague, c'est que en fait, ça, c'est le seul truc que je reproche à Non-Origin pour le coup, c'est qu'ils ont été très très avares en information. Ils n'ont rien dit en avance. Il y a juste un moment, ils ont dit bah, tous les artistes qui sont dans tous les pays qui sont interdits aux États-Unis et en Angleterre, c'est-à-dire les Iraniens, je ne sais plus trop qui c'est qui est sur la liste en ce moment, mais enfin voilà tous les pays qui ont des problèmes avec les États-Unis et il commence à y en Ok. avoir pas mal. Évidemment, ces artistes-là, ils n'ont rien demandé, ils sont peut-être pas contents de leur gouvernement, voilà, donc c'est complètement injuste. Et ils ont fait l'annonce avant d'annoncer le rachat par eBay. Donc tout le monde était là, c'est bizarre, qu'est-ce qui se passe d'un coup, pourquoi? Et tout le monde disait, ben non, on est obligé d'obéir à la loi, et c'est vrai. Bon. Et genre une semaine ou deux plus tard, ils annoncent le rachat par eBay, donc tout le monde était là, ouais, bah, évidemment, forcément, quoi. C'est eBay qui a dû arriver derrière en disant, bon, peut-être falloir rendre ça un peu plus carré au niveau légal, voilà. Ok. Et bon, bah, c'est un peu triste pour tous ces artistes-là. Il y en a quelques-uns quand même qui, du coup, vont plus avoir accès à la plateforme, ils vont devoir aller ailleurs. Donc, bon, c'est le grand débat. Est-ce qu'on est vraiment dans un système décentralisé dans les cryptos ou pas? Non, ça Et c'est. Ouais. ouais, on essaye, mais voilà, tout n'est pas parfait. Cela dit, chose super intéressante, apparemment super rare, qui pour le coup est américain, on pourrait se dire ils vont être obligés de faire pareil. Et non, parce que comme ils ont commencé à faire une grosse partie décentralisée avec le DAO, apparemment, au niveau légal, c'est suffisant pour considérer que la curation est internationale et pas de l'entreprise elle-même. Et du coup, pour l'instant, ils sont dans une espèce de chat perché où ils peuvent, pour l'instant, ne pas interdire aux artistes suivant les pays par rapport aux lois américaines. Donc ça, c'est comme quoi on peut trouver des systèmes grâce à la décentralisation, au DAO, etc., pour éviter ce genre de choses. Ok. Après, pour D'accord. combien de temps? On verra. Et concernant le. Attends, c'est quoi que je voulais dire? J'ai complètement oublié. C'est pas grave, on a le temps. Euh, Comment? On a le temps, c'est pas grave. Non, en fait, c'était. Attends, ce que tu étais en train de dire. Oui, sur le sujet décentralisation. Est-ce qu'on est vraiment dans une vraie décentralisation? Web3, c'est décentralisé. Mais après, enfin, moi, c'est une question que je me pose tous les jours. En fait, c'est en gros, tu utilises en fait des outils qui sont pour la plupart des cas en fait gérés par une entité centralisée. Et donc, in fine, tu recentralises. Donc en fait, tu vois, c'est la question que tu poses, en fait, elle est légitime et limite, moi, je me la pose, enfin, peut-être pas tous les jours, mais en tous les cas, c'est une question récurrente, quoi. Et que je demande, en Ouais. fait, aux personnes avec qui je peux interagir dans le milieu NFT, qu'est-ce qu'ils pensent de ça? Parce qu'au final, ne serait-ce que par exemple, parce qu'il y a un sujet qui revient assez souvent dans les Discords, c'est je me suis fait scam, j'ai perdu mes Ouais. wallets, etc. Et donc, directement, c'est la réaction en fait de la personne en fait qui a perdu ses NFT. C'est premièrement, il va aller sur le Discord, il va demander en fait l'aide en fait de l'équipe du projet en question. Et ensuite, deux, c'est je vais aller alerter au niveau de la marketplace. Ouais. Mais dans les deux cas, c'est C'est trop malheureusement, tard. ouais, c'est trop tard. Et en fait, le champ d'action, en fait, il est inexistant. Que ce soit le projet ou la marketplace, par exemple, OpenSea en fait va lister des assets qui sont volés, et finalement celui qui se fait avoir, c'est la personne qui va racheter ce Ouais. token-là. C'est même pas en fait celui qui a arnaqué, parce que lui en fait très rapidement il fait son affaire, il récupère le NFT, il le vend, donc lui en fait il est en dehors de l'équation. Ouais. Et celui finalement qui se fait bloquer, c'est celui qui rachète en fait sur le marché secondaire. Ouais. Je suis d'accord et c'est pour ça que je suis complètement contre la fausse solution de OpenSea qui marche pas en fait. Parce que les Oui, personnes qui sont lésées ne sont pas les bonnes. Donc oui. ça sert, Et vaut mieux ne pas le faire en fait. Oui, c'est empire parce que du coup, c'est clair. au lieu d'une seule personne qui est lésée, il y en a deux. J'avais réfléchi il n'y a pas très longtemps, je me posais la question de pourquoi est-ce qu'on ne mettrait pas dans les NFT un standard euh, comme si tu pouvais mettre un marqueur si tu es le créateur du NFT, qui l'affiche en rouge sur les sites ou j'en sais rien, un espèce de standard où tu dis celui-là est volé, ça n'empêche personne de rien faire, mais peut-être que si l'artiste le fait de façon suffisamment rapide, personne ne va le racheter parce que la personne verra ah c'est volé, j'y touche pas. Alors c'est très limité comme utilisation, mais pourquoi pas. C'est difficile de trouver des solutions parce que effectivement ça se passe trop vite en fait. Oui. Euh, Après, les marketplaces devraient surtout, bah, je pense qu'elles le font déjà, mais
systématiquement bannir le wallet et peut-être s'il y a une IP qui est rattachée ou quelque chose comme ça de la personne qui a Franchement, fait le vol. Mais bon, après là, ça revient à la même chose. En gros, il faut que la marketplace fasse quelque chose. Et moi, ouais. sur le principe, sur le papier, ça a du sens. Mais de mon point de vue, si c'est vraiment décentralisé, en fait, il n'y a aucune personne qui doit gérer ça. Mais bien sûr. Et c'est là c'est ce que tout le monde dit, hein, c'est le prix à payer pour la liberté de la blockchain. C'est décentralisé, donc malheureusement, c'est le Far West. Et voilà. Moi, ça ne me dérange pas ce côté-là, c'est-à-dire, faut être super attentif. C'est vrai que c'est un peu usant parce qu'on est tous confrontés à ça. On essaie tous de jamais cliquer sur les liens, de se méfier de absolument tout ce qui arrive, même des fois des amis. Euh, mais bon, pour l'instant, moi, ça me va. Je préfère ça plutôt qu'un truc plus centralisé. Un peu centralisation, ça ne me dérange pas. Moi, je pense que la centralisation, c'est comme quand on essaie d'être vegan, c'est un espèce comment dire, d'idéal lointain vers lequel on peut tendre, mais qu'on n'atteindra jamais parce que c'est juste impossible en fait. Même moi, quand j'achète des œuvres d'art quelque part, je centralise une infime partie de la curation, tu vois, mais ça, centralisation, ça veut tout et rien dire. Donc, je pense que c'est un bon idéal vers lequel tendre, surtout par rapport aux États. Moi, j'étais un peu choqué aussi. Par exemple, avec la guerre entre les Ukrainiens et les Russes. Alors, évidemment, je ne soutiens pas du tout la Russie. Par contre, j'ai plein d'amis russes qui auraient demandé, qui détestent Poutine, et qui se retrouvent bannis de certaines plateformes, qui ne peuvent plus s'exprimer Oui. sur les réseaux sociaux parce que C'est effet collatéral. dictature, quoi. Ouais, c'est ça. Et du coup, en fait, pareil, ils auraient demandé, ils sont innocents, voire ils ont même essayé de manifester, il y en a, ils ont fini en tôle pour très peu de temps, mais enfin bon, quand même. Et voilà. Et pourquoi est-ce qu'on devrait avoir des plateformes qui vont les punir parce que leur gouvernement a décidé de punir un peuple qui a rien demandé ou de punir le gouvernement? Ça, c'est aujourd'hui, c'est une thématique qui est super pertinente. Et voilà, donc je préfère un peu de décentralisation avec les dangers qu'il y a que. Pour l'instant, on n'a pas trouvé encore de bonne façon de le faire. Donc, voilà, c'est comme ça. Ouais. Et sur le sujet marketplace, est-ce que tu envisages en fait de te créer ta propre marketplace? Parce qu'il y a des outils en fait no code. Je ne sais pas si Manifold le fait, mais il y a des outils en fait qui non seulement te permettent de créer toute ta partie smart contract, mais également en fait comme un sorte de Shopify pour les NFT quoi. Ouais. D'ailleurs, je connais quelqu'un qui est en train de bosser dessus en privé, en sous-marin et qui est en train de lancer le truc en fait. Ce sera en open source, donc avec des outils très simples, avec des templates pour pas avoir besoin de faire trop de design non plus pour faire ses propres marketplaces. C'est super intéressant. Je pense surtout pour des plus gros projets, pas sur des œuvres uniques et tout, on peut se faire une jolie marketplace maison. Ça permettra aux gens qui vont découvrir nos œuvres via le site, notre site, de ne pas payer les frais de marketplace. Mais bon, maintenant, suivant les plateformes, ils sont quand même très bas. Après, ça va gêner encore plus le côté de découvrabilité, parce que la seule façon de les trouver, ce sera a priori de trouver l'artiste sur Twitter ou via un article de journal. Ou voilà. Enfin, du coup, on va perdre le côté qui marche déjà plus très bien, du genre je suis sur Super Rare, donc les gens qui sont Super Rare vont trouver mon œuvre grâce à Super Rare. Déjà, ça marche moins bien parce qu'il y a beaucoup trop d'artistes dessus. Mais du coup, on va encore plus éclater ces petits forums publics communs dans lesquels on peut se rencontrer, qui sont les marketplaces aujourd'hui quand il y a de la curation. Donc, il y aura du bon comme du moins bon, mais à partir du moment où ça ne sera pas exclusif en mode je peux acheter ces NFT que sur cette marketplace, ça sera une bonne solution, je pense. Ça, c'est vraiment le seul problème. Et puis pour l'instant, on n'a pas trop le choix. C'est-à-dire que par exemple, sur Foundation, on peut avoir des œuvres super rares dessus, mais si on veut les lister sur Foundation, ça veut dire qu'elles disparaissent d'OpenSea, de super rare, etc., parce qu'elles sont prises dans le contrat de Foundation. Et c'est logique, c'est pour être sûr que s'il y a des enchères, ce soit de façon juste et vérifiable, distribuée à la personne qui enchérit le plus et qu'elle ne disparaisse pas avant parce qu'elle a été au milieu de l'enchère achetée sur super rare. Ou, voilà. Donc ça a du sens, mais voilà, l'éclatement des marketplaces, il y aura ça va être un peu fatigant parce qu'on va être encore plus dépendant du marketing en fait et de la visibilité sur les réseaux sociaux. Quoi. D'accord. Mais ça, du coup, ça, c'est même pas. Enfin, là, parce que tu le prends comme sous l'angle négatif, mais tu penses pas que c'est nécessaire par défaut de faire en sorte de ne pas être dépendant de ces choses-là? J'ai tendance à être un peu trop dans la critique, ça ne veut pas dire que j'en pense pas moins, c'est très juste. Les côtés cool, c'est pour les collectionneurs, donc moins de frais, puisqu'il n'y aura pas les frais de plateforme. Au niveau du design, on va vraiment pouvoir faire des plateformes qui seront des espèces d'œuvres d'art en elles-mêmes, hein, genre vraiment avec une déco qui s'y prête. Pourquoi pas même revoir le vocabulaire, par exemple, est-ce que c'est vraiment un mythe ou est-ce qu'on va pas dire,
je sais pas si c'est une œuvre sur un thème liquide, tu vas dire faire tourner le robinet et ça te sort un NFT. Enfin, bon, c'est un exemple très très con que je viens d'improviser, mais voilà, vraiment réfléchir à l'idée d'avoir une marketplace qui soit une forme d'exposition en fait. Ce que les plateformes font moyennement bien aujourd'hui, et même les super plateformes d'art d'ailleurs, parce que je ne sais pas ce que tu penses du design de super art. Euh, Ils ont pas mal amélioré les choses, mais l'œuvre, par exemple, il y a trois colonnes sur une page de super art. Il y a une colonne description, une colonne œuvre et une colonne, je sais plus, genre collectionneur, prix, quelque chose comme ça. Et du Ouais, coup, il y a sur le la colonne côté, du là, à milieu qui droite. est l'art. Ouais, et il y a la colonne de l'art qui est vraiment étroite, coincée entre deux trucs. Et pour un site qui est censé mettre l'art en avant, par rapport à Foundation, pour le coup, qui est bien designé, c'est un peu nul. Ils ont dit qu'ils allaient changer, mais ça fait super longtemps, donc je sais pas. Voilà, donc bon, ça au moins, quand on aura une marketplace nous-mêmes, on pourra faire ça, faire quelque chose où vraiment l'art est mis en valeur et le reste passe un peu à côté. Et là où par contre je suis super content de ce genre d'initiative, ça va être pour les projets collectifs. On pourra très bien, très facilement faire de la curation collective. Par exemple, moi j'ai toujours dit les meilleurs curateurs, c'est les artistes. Donc si les artistes veulent se mettre ensemble, créer un petit collectif en mode, on va par exemple chaque semaine mettre une œuvre sur notre site et interviewer l'artiste, faire quelque chose comme ça et tout, ce sera très facile du coup d'avoir un marketplace qui va avec et faire les enchères dessus et faire ça de façon vraiment chouette. Avec par exemple, imagine, tu as l'œuvre en grand et juste en dessous, tu as, t'as une interview comme on fait maintenant qui explique l'œuvre avec des liens à droite à gauche et tout. Enfin, vraiment faire que chaque vente d'œuvre, en tout cas chaque présentation d'œuvre, soit un petit site, un petit univers à soi-même avec tout ce qu'il y a au-delà de l'œuvre, tout ce qu'on a autour. Donc ça, ouais, ça c'est vraiment une bonne utilisation et ce serait merci de me faire revoir le côté positif. Non, pas de souci, non, parce qu'en fait, moi, c'est vraiment c'est pas une contre-critique, hein, c'est parce que de mon point de vue, par défaut, en fait, toute personne en fait qui est dépendant en fait d'un tiers, à un moment donné, elle devient vulnérable. Et donc, du coup, c'est pour ça que je disais C'est que sûr. pourquoi tu voyais ça de manière négative, parce que de mon point de vue, l'artiste de base, il devrait penser comme ça, quoi, de ne pas être Ouais, ouais, dépendant d'une plateforme. Dans le même sens qu'aujourd'hui, c'est sûr. c'est comme si je faisais le parallèle que l'artiste, en gros, il ne doit pas être dépendant d'une plateforme, peu importe que ce soit non-origine supérieure, peu importe la plateforme, dans le même sens où les influenceurs ne doivent pas être dépendants d'un réseau social. Parce que si le réseau social, il coupe Oui, le compte, bah, en gros, c'est fini, quoi. C'est fin de partie. ouais. Donc, c'est Retour à plus zéro. dans cette idée-là que je disais ça. Ouais. Ouais, mais tu as complètement raison. Moi, je vois juste ça parce que le côté plus dur, en tout cas pour ce qui me concerne, c'est le marketing. Et du coup, ça me fatigue d'avance de devoir plus promouvoir, encore plus Mais jamais lâcher après, le je suis morceau pas et tout. sûr que je suis pas sûr que ce soit si dur que ça. Enfin, bien sûr que si, c'est marketing, c'est de l'effort pour ça. Mais ce que je veux dire, c'est on peut imaginer en fait, parce que en fait, tu as énormément de choses intéressantes à dire. Donc, imaginons que tu te crées juste un format qui te force à le dire. Finalement, enfin, Mhm. là, quand tu expliquais, c'est du marketing, dans le sens où tu as expliqué en fait Oui. ton œuvre, comment tu l'as imaginé, etc. Donc, si, imaginons, je ne sais pas comment appeler ce type de show, mais et je ne sais pas combien de tokens tu as dans ta collection, combien de NFT, mais imaginons que toutes les semaines, tu fais en fait un sort de 30 minutes, 30 minutes live ou 30 minutes enregistrées. En gros, tu parles que d'une œuvre. Toi, tu le fais, tu peux le faire en live, donc c'est fait, tes 30 minutes, tu as Ouais, c'est sûr. forcément 30 minutes dans la journée. Et une fois que c'est fait, en fait, cette chose-là, donc, elle peut resservir et après, tu peux la publier en fait Ouais. sur ton site, etc. Et si tu couples ça avec une petite partie question-réponse, tu as une partie ou en gros une première partie où tu vas parler d'une œuvre spécifiquement. Et après, tu peux ouvrir, en fait, s'il y a des personnes qui regardent et tu as des collectionneurs ou peu importe, hein, des personnes qui veulent poser des questions, tu peux aussi faire une petite session questions-réponses. Mais sans trop d'efforts, tu peux commencer déjà, en fait, à donner, en fait, ce niveau d'information. Oui, c'est sûr. Très juste. Moi, j'ai été un peu influencé aussi par le fait que quand je suis arrivé dans les NFT, j'avais pas de compte Twitter. Donc j'ai commencé vraiment de zéro. Et autant j'avais genre 4000, 5000 followers sur Instagram. Et il y a une personne qui a suivi depuis Instagram jusqu'à Twitter. Une.
Enfin, peut-être maintenant un peu plus, mais en tout cas à l'époque, rien du tout. Donc j'ai bien Et compris que c'était retour à tu zéro. demandes, tu demandais aussi enfin, sur Instagram de manière régulière, tu disais j'ai Ouais, créé ouais, un bah, de compte temps en Twitter, temps, venez me voir. ouais. Ouais, ok, Ouais, d'accord. je disais, voilà, et puis même il y a plusieurs fois, j'ai dit, bon, Instagram, c'est mort, allez sur Twitter. Et non, non, mais en fait, les deux plateformes sont très différentes. Instagram, c'est dommage que l'algorithme soit aussi pourri et oblige à payer en fait pour être vu, littéralement. Bah, après, Parce c'est que, le fonds de commerce, quoi, hein. C'est le fonds de commerce ouais, du ouais, bien réseau sûr, social, hein. mais il y a quelques années, il y avait un équilibre. Tu pouvais quand même avoir pas mal de nouveaux followers régulièrement, juste en postant de temps en temps, en étant trouvé avec les hashtags et tout, et maintenant, c'est absolument impossible, enfin, en tout cas pour moi. Et voilà, donc c'est dommage parce que le côté visuel, avant tout, sur la plateforme, il est super bien. Mais le fait que ça marche plus en pub, c'est parce que tout simplement, c'est pas du tout designé pour le partage. Alors Twitter, bon, un retweet, c'est très simple, on peut commenter facilement. Enfin, c'est vraiment plus optimisé pour le partage. C'est ça qui manque un peu à Instagram, où c'est plus chaque artiste est en quelque sorte posé sur son trône et donne quelque chose presque à sens unique. Et Mhm. il y a moins d'échanges, il y a moins de. Voilà. Après, enfin ça c'est le côté poster le contenu, mais tu peux aussi avoir le côté engagement communautaire si de ton compte en fait tu vas Ouais, t'engager sur les posts en fait d'autres personnes quoi. Donc tu peux avoir ce côté-là, c'est juste que c'est présenté sur en fait l'expérience utilisateur, c'est présenté différemment. On va dire que Twitter en fait ça se prête bien parce qu'en fait euh, tu as un feed et en gros, c'est très poussé vers viens commenter ou viens parler à un autre. Alors que sur Instagram, c'est plus, on va dire, c'est plus soit centré sur toi ou soit en gros, regarde ce que fait le monde. Alors que sur Twitter, en ouais, fait, c'est le mix des deux, il est plus, c'est ouais. plus imbriqué. Moi, j'ai toujours été très mauvais sur Instagram pour générer de l'engagement, faire que les gens repartagent des trucs et tout. Même en essayant les classiques en mode, je sais pas, offrir j'en sais rien, des autocollants s'il y a personne, enfin, au hasard par des personnes qui retouchent ce genre de trucs. Ça n'a jamais trop marché avec moi et je trouve ça ultra fatigant en fait. Comme beaucoup Pas d'artistes, de souci. moi le marketing c'est un mal nécessaire, c'est pas quelque chose que j'aime quoi. Je peux parler Ouais. de mon travail, je peux parler du travail des autres, j'adore ça, je peux collectionner, voilà tout ça, j'adore faire ça et j'aime bien considérer de toute façon les trois quarts des artistes et des collectionneurs comme des amis. Mon marketing c'est me faire des amis, donc c'est pas vraiment du marketing, mais voilà. Après le côté pur engagement, multiplier les followers et les stimuler et servir en quelque sorte de divertisseur, c'est hyper fatigant. Je veux bien te croire. Aujourd'hui, tes collectionneurs, c'est principalement une audience française, c'est une audience internationale. Principalement international, mais bon, il y a quelques Français quand même. Ouais. Là, je connais un peu toute la clique parisienne qui fait beaucoup d'événements autour de NFT Factory et NFT Morning, etc. Donc, John Carp, Brian Becafico, Lucie Léonard, Benoît Couty, tout ça, bon, c'est le petit noyau français. Et mon noyau d'artistes français aussi. Là, je peux parler de Emma Volou, Orabel, Sofiane, Barry et Kibo. Qui c'est qu'il y a d'autres Nahiko, que tu as eu il n'y a pas très longtemps, de temps en temps. On a un petit Discord privé pour les artistes pour essayer de parler du côté légal et fiscal, comment est-ce que, à quelle sauce on va se Ouais. faire manger par les impôts, donc on s'entraide un peu là-dessus. Tu connais Voilà. pas excuse-moi, tu connais pas un Tami Wafsou? Tami, ça Ah, te je parle cherche pas pas? activement. Après, non, il y a des gens que je connais, mais je n'ai pas cherché activement les Français, mais ouais. Euh, Non, Pourquoi parce que ouais. en fait, c'est un artiste aussi que j'ai interviewé là ce mercredi. Et si j'ai pas de bêtises, il me semble qu'il m'a parlé de toi. Ok, ben écoute, merci Tabi. Par contre, Faudrait que j'aille là, voir ça. ouais, pas de souci. Là, je t'ai juste, enfin, ça fait 5-10 minutes. Là, je pensais que ça allait se remettre tout seul. La vidéo, du coup, elle est un peu en décalé sur ta partie. Donc, c'était juste pour dire ça. Mais du coup, si tu veux essayer de après, on se donne encore 5 minutes. Ok, très bien. Ouais. Est-ce que tu as possibilité d'essayer de te déconnecter, de te reconnecter, juste pour essayer de fixer la vidéo? Ok, je fais ça tout de suite. On va voir. D'accord, merci.
Bon, Alors, après, je couvrais entre-temps. Donc là, c'est l'interview de Jean. Jean qui est un artiste qui a rejoint la scène depuis un petit moment, qui en gros a découvert le monde NFT par rapport au fait qu'il avait un besoin. Historiquement, en fait, ce qu'il faisait, c'est qu'il essayait en fait de justifier une création artistique, une création numérique avec donc bon. Je vais interrompre. Bon, j'ai essayé de couvrir entre temps et en fait, je faisais un, désolé, non, pas de souci. Mais bon, ça globalement, marche. t'es revenu. Et donc, c'était juste pour dire que, en fait, si je dis pas de bêtises, en fait, il y a Tammy que j'ai interviewé mercredi qui me parlait, en fait, de toi, qui me parlait justement là de ce Discord entre Français et artistes où ça parle. Mais il me semble qu'il est dedans aussi. Et il m'avait Ok, aussi bon, peut-être parlé que je de, connais que le pseudo. ouais, il me parlait aussi de French Touch, tu sais, enfin, le sort Ouais, le French Touch, ouais. du collectif là. Ouais. Ok, Donc bah du voilà. coup, c'est avec eux que je vais sortir mon prochain NFT, mon prochain One of One. Donc voilà, D'accord. c'est la petite équipe. Mais bon, au début, je voulais pas. J'étais très content de rester dans le truc international. Déjà parce que c'est plus ouvert, c'est plus grand et tout. Et j'ai l'habitude d'avoir des artistes amis un peu dans tous les pays. Donc voilà, moi, c'était plutôt. C'était très bien comme ça. Mais bon, c'est cool d'avoir des amis français, ne serait-ce que pour les événements quand on se voit tous. En plus, c'est vraiment une bonne équipe tous. Donc voilà, c'est cool. D'accord. Et puis Ok. aussi, bon, moi je me suis senti à l'aise et accueilli dans les NFT, et un peu plus légitime à partir du moment où Allo Tamoni a commencé à interagir et à être super sympa, donner vachement de soutien et tout. Donc voilà, c'était un mentor, un petit peu un ami aussi, et puis quelqu'un qui m'a permis de me stabiliser un peu dedans et ouais, de me sentir accueilli en fait. Ok. Parfait. Et qu'est-ce que bon, c'est pas grave, il y a le décalage, mais bon, c'est pas grave, on va faire avec. Au niveau de qu'est-ce que tu sais aujourd'hui que tu aurais voulu savoir quand tu as commencé? Hmm. Par rapport à ma collection où j'ai fait des avatars, avant l'époque des avatars, j'aurais aimé savoir que ça allait devenir comme ça et tabler sur des grosses communautés, puisque moi je pensais que c'était, comme tout le monde d'ailleurs à ce moment-là, que c'était insoutenable de minter des trucs par 10 000 comme ça, par cargo entier, dans un rythme constant, c'était juste impensable, quoi. Et si j'avais su, j'aurais fait les choses différemment, en plus grand, ou alors je les aurais pas faites et j'aurais fait autre chose. Mais du coup, aujourd'hui, ça existe. Et je me demande un peu comment rebooter ce projet par rapport à aujourd'hui. Moi, j'aimais bien l'esprit petite communauté, mais effectivement, ce que ça crée, c'est que c'est surtout une communauté qui est pas hyper vivante. Le Discord qui est un petit peu mort parce que les autres, en fait, c'est dans le volume. Tu auras peut-être 1% des gens, 10% grand max qui vont être actifs, et ça suffit à entretenir une communauté. Mais du coup, quand tu as une trentaine de NFT, forcément, si tu remets ça à 1%, ça fait pas beaucoup. Ça fait même pas un être humain, ça fait une fraction d'être humain. Donc ça, je l'aurais fait différemment. Et bon, comme beaucoup de gens, j'ai eu un Bored Ape au tout début, que j'ai revendu à 0,4, 0,5, 0,6, j'en ai eu deux. Et en me disant que ça allait couler parce que j'avais pas beaucoup d'argent à l'époque, j'avais fait des mauvais choix. Et, euh, et du coup, je ne pouvais pas me permettre de jouer le côté bon, je vais jusqu'à zéro, on verra bien si ça prend ou pas. Et il y a les Mi-Bits qui sont arrivés et tout le monde pensait que c'était la fin des Bored Apes. Et, euh, et donc voilà, c'est évidemment le regret que beaucoup de personnes ont. Mais comme je dis souvent, même si j'avais tenu un peu, je les aurais revendus à 3 Ethers, j'aurais jamais attendu 130 Ethers, c'était pas possible, quoi. Oui. Ouais. Donc c'est un demi-regret, quoi, je vis bien. D'accord, pas de souci. Pas de souci. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui, enfin, quel conseil tu donnerais en fait à un artiste qui aujourd'hui n'utilise pas la techno NFT? Est-ce que, en gros, enfin, qu'est-ce que tu lui dirais euh, pour lui faire prendre conscience en fait euh, de plus ou moins, bon, je vais prendre un parti, hein, de l'erreur qu'il fait, de ne pas l'utiliser cette technologie. Tu me demandes de dire un artiste ne fait pas de NFT, c'est nul. Non, 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 c'est l'inverse, c'est l'inverse. En gros, j'ai essayé de voir comment j'allais formuler le truc, mais bon, de manière neutre, mais bon, je vais prendre ton Un avis. artiste En qui. gros, l'idée, c'est, imaginons que tu es en face, donc là, on est dans un call, on est trois, tu as un autre artiste, et en gros, il fait des œuvres, mais il n'utilise pas encore la techno NFT. Qu'est-ce que tu lui Ok, dirais pour qu'il, en fait, considère la techno NFT dans son portefeuille? ok. Alors moi j'aurais tendance à dire, même si je crois que le NFT va être
un standard, y compris pour les œuvres physiques qui ne sont pas du tout des œuvres d'art crypto, juste pour le côté authentification, savoir qui l'a, à quel moment, etc. Cette espèce de transparence et d'authenticité fournie par la blockchain, c'est quand même super intéressant, même si ça ne règle pas les questions de transport et de préservation physique de l'œuvre. Mais au stade où on en est aujourd'hui, comme c'est pas encore le standard, je dirais surtout essaye pas de faire des œuvres physiques, de les prendre en photo, de les scanner et de les vendre. Euh, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. En tout cas, moi, en tant que collectionneur, ça ne m'intéresse pas d'acheter une peinture. Enfin, si je veux acheter une peinture, je vais acheter une peinture, je ne vais pas acheter une photo d'une peinture. Donc déjà, il y a ça, il y a de se poser la question du médium, en fait. NFT, c'est quelque chose de numérique, qu'est-ce qu'on va faire avec d'essayer de penser en termes de l'histoire qu'on veut raconter. Je pense qu'aujourd'hui, on peut encore faire du one-of-one en one-shot, en mode je vais faire un truc qui me plaît, ça marche aussi très bien, mais pour commencer, en tout cas, c'est peut-être bien d'essayer de trouver des collectionneurs, ou en tout cas des gens qui suivent et qui sont contents de voir ce qui se passe avec une petite série. Pas forcément des PFP, évidemment, mais ça peut être une série sous un certain thème. Et aujourd'hui, ils ont la chance d'avoir quand même des blockchains qui sont beaucoup moins chers, où on peut faire des tests de façon moins risquée. Parce que moi, quand j'ai commencé, c'était que sur Ethereum. Et il me restait pas tant d'argent que ça sur mon compte en banque, j'avais pas de boulot, donc j'étais. Bon, c'était le Covid, c'était pas la folie au niveau financier. Et quand j'ai dû payer 200, 300 euros pour pouvoir commencer à mettre mes œuvres sur la blockchain et utiliser un peu, c'était un investissement. Je me suis dit, bon, j'ai intérêt à ce que ça marche parce que sinon je vais le regretter amèrement. Donc voilà, moi j'avais ce problème-là au début. Aujourd'hui, sur Ethereum, les frais sont plus bas, donc ça va. Mais le fait qu'il y ait Tezos qui existe, par exemple, Solana, j'aime un peu moins, mais bon, il y a des gens qui trouvent leur compte, donc pourquoi pas. Mais Tezos, c'est trop cool. On peut aussi mettre des royalties plus hautes, même si on vend moins cher, c'est accepté. Il n'y a quasiment pas de gaz, ça coûte rien du tout, donc c'est accessible à tous. Et ça permet un peu de se faire la main et tout. Donc voilà. Après, si la personne est un artiste confirmé, autant aller direct sur Ethereum et faire des trucs en petite quantité et la qualité qu'on veut et se mettre à fond dedans, pourquoi pas, quoi. Mais je pense que c'est bien de se poser la question de savoir est-ce que mon œuvre a un intérêt à être sous forme de NFT ou pas? Si pas, il n'y a pas d'intérêt particulier, alors pourquoi passer par les NFT? Enfin, si c'est juste un support de vente, pourquoi pas, hein, mais c'est moins intéressant. Et je pense qu'il y a beaucoup de collectionneurs qui doivent être comme moi, en mode pas tout ce qui est numérique, bon, illustration numérique, animation, musique, qui ne pouvait pas être monétisé avant, forcément, ça a plus de pertinence en tant que NFT. Et encore plus tout ce qui va utiliser un peu de code génératif, etc. Voilà. Donc la question que j'aurais à dire, c'est viens découvrir les NFT, mais le fais pas n'importe comment, considère pas que c'est juste ce que tu fais déjà avec un autre ticket de caisse. C'est pas ça. Essaie de comprendre qu'est-ce que c'est que les blockchains un petit peu, de t'intéresser un peu à l'éthique crypto, qu'est-ce qu'il y a derrière, qu'est-ce que c'est que la décentralisation, apprendre un peu la culture peut-être, ça peut pas faire de mal. Et amuse-toi, mais tu ne peux pas continuer à faire et à être ce que tu étais avant si tu viens faire des NFT. Considère que c'est un nouveau chapitre, tu tournes une page, tu ne recommences pas de zéro, mais voilà. Et voilà, expérimente, amuse-toi, intéresse-toi et fais quelque chose de pertinent par rapport au médium et à la communauté numérique dans laquelle ça se trouve. Bah, merci pour ce partage. Franchement, c'est un moment qui va être clippé. C'est sûr que celui-là, tu vas devoir en passer sur Twitter ou LinkedIn ou il va être clippé ce passage-là. Merci pour ça. Qu'est-ce que, en termes d'utilité, NFT et utilité, est-ce qu'il y a des choses qui te parlent plus que d'autres? Est-ce que tu as trouvé des utilités qui étaient assez innovantes? Qu'est-ce que tu penses sur la partie NFT et utilité? Je sais pas, c'est un mot comme tout le monde qui a commencé à devenir un peu agaçant quand on en a trop fait, et puis surtout qu'on commençait à dire aux artistes de faire comme les projets PFP, limite de lancer des festivals en tant qu'artiste, d'inviter les gens, de leur donner des tickets. Enfin, bon, voilà, ça c'est très bien pour des PFP qui ont rangé des millions. Enfin, demander plein d'utilité à des artistes, je trouvais que c'était pas intéressant parce que si tu cherches quelque chose en plus de l'art, ça veut dire que l'art n'est pas intéressant ou ça suffit pas à lui-même. Donc, pour une scène qui essaye de valider la légitimité de l'art crypto, demander à de l'art d'être plus que de l'art, c'est quelque part déjà renoncer au fait que l'art crypto est légitime. C'est un paradoxe et ça marche pas, quoi. Donc après, donc pour les PFP, pour les projets qui sont des vraies entreprises, je trouve ça cool. C'est une nouvelle façon de créer des communautés, de faire du marketing, même de créer de l'événementiel, en fait, faire des festivals pour des projets de PFP, c'est franchement pas con, hein, c'est plutôt une bonne idée.
Donc voilà, pour le côté plus commercial, grosse entreprise, ouais, c'est cool, les questions d'utilité. Pour les artistes, les utilités, je pense, c'est plutôt souvent des cadeaux pour remercier les collectionneurs. Moi, je pensais à quelques concepts exclusifs en mode j'ai créé une crypto-monnaie et je voulais l'utiliser un peu comme des points de fidélité et peut-être faire que certaines œuvres ou certains trucs que je ferai plus tard, des collections exclusives, seront échangeables uniquement contre cette crypto-monnaie qui pourra être Ok. obtenue que en enchérissant, en achetant des œuvres ou avec d'autres formes de soutien pour ceux qui n'ont pas les moyens. On peut réfléchir à plein de choses. Et voilà, donc il y a des formes d'utilité qui peuvent être cool. Donc moi, je vois vraiment ça en espèce de récompense pour soutenir l'artiste. C'est bien. Voilà. Après, des tickets d'entrée pour pourquoi pas pour des trucs numériques temporaires ou voilà quoi. Pour les plus gros projets, le classique, c'est quand si un artiste rejoint un PFP ou un truc génératif plus global, d'offrir évidemment soit des trucs gratuits, soit des spots pour des whitelists. Ça, c'est classique. Voilà. Donc je suis pas du tout contre les utilités pour les artistes, mais il faut pas que ce soit, faut que ce soit un bonus, ou alors conceptuellement faire partie de l'œuvre. Là, plus comme Pâques, tu sais, faire du conceptuel où tu utilises la communauté qui devient une partie de l'œuvre. Encore que Pâques, non, personnellement, voilà, ça m'intéresse à une époque, maintenant plus du tout. Je pense que c'est devenu très paresseux et chiant à mourir, désolé. Voilà. Donc, ouais, c'est tout ce que j'ai à dire sur le sujet. D'accord, pas de souci, pas de souci. En termes de donc art crypto, si ça a du sens, en gros, est-ce qu'il y a des choses que tu as vues récemment qui t'ont un peu titillé l'œil? Est-ce qu'il y a des choses qui vont arriver que tu essayes de suivre parce que tu dis ah ça m'intéresse? Est-ce que tu as des choses en gros plus ou moins dans le radar? Bonne question. Pas tant que ça, parce que finalement, je suis un peu comme tout le monde, je découvre les œuvres quand elles apparaissent sur mon flux Twitter ou avec des amis et tout. Je suis curieux de voir ce que ça va donner, tout ce qui est utilisation IRL, faire des musées, etc. Moi, on a en projet un truc qui pourrait vraiment être une énorme expo, probablement la plus grosse au niveau français, avec une partenaire avec laquelle on a commencé à bosser. Donc là, ce serait vraiment cool d'avoir vraiment une expo comment dire, exhaustive et représentative de ce que c'est que l'art crypto en général. Voilà, après, ouais, je suis toujours aussi content de découvrir en fait des trucs sans forcément les attendre. Il n'y a pas de gros projet en ce moment parce que c'est surtout pour moi, je suis beaucoup d'artistes et c'est ah tiens, je sors un nouveau projet. Des fois, il y a un teaser, mais voilà, c'est parcimonieux quoi. Et puis il y a plein de trucs que je loupe jusqu'au moment où ils sont mintés. Et du coup, j'ai même pas eu l'anticipation. Je regarde le truc, je fais ah c'est génial, j'aurais trop voulu en avoir un. Et puis en fait, il fallait 2 mois avant avoir vu un tweet en disant inscrivez-vous maintenant et voilà. Oui, d'accord. Ok. Comment tu fais c'est beaucoup plus long que ce qui était prévu, donc je pose encore deux, trois questions après ça se termine. C'est en gros sur ton process créatif. Euh, comment tu organises ta journée ou comment tu organises ta semaine autour des créations que tu peux créer? J'ai pas de, je me lève le matin, je travaille quoi. Enfin, j'ai pas de truc plus particulier que ça. J'ai des échéances, je les connais et voilà quoi. Je travaille autant que je peux. J'aime bien en général finir les trucs en avance, donc je suis un précrastinateur et pas un procrastinateur. Ok. Euh, C'est-à-dire, j'étais déjà comme ça à l'école. Comme j'avais envie d'être débarrassé, de me sentir libre, la meilleure façon c'est de faire ce qu'on a à faire d'abord et ensuite d'avoir un peu de repos et de s'amuser. Donc en général, je laisse pas trop traîner les choses, même si des fois on a besoin. Donc voilà, j'ai vraiment pas de trucs particuliers. J'ai des heures pas forcément régulières non plus de travail. Je me lève le matin, je fais mon café, et puis après je suis là, ah bah tiens, j'ai envie de faire ça. Alors ça va être la partie répondre aux mails ou organiser des trucs. Soit je me dis, ah tiens, j'ai envie d'avancer là-dessus. Donc là, j'ai le ordi, je suis sur la tablette graphique, et c'est parti, je dessine. Voilà. Mais c'est un peu en flux constant, parce que j'ai quand même beaucoup de projets. Donc, j'ai pas. Voilà. Les moments où j'ai du repos, je le découvre a posteriori, je suis en train de me reposer. Et d'un coup, je me dis, ah tiens, ça fait du bien, j'ai rien d'urgent tout de suite là, je peux prendre une après-midi, peut-être deux, et avoir un week-end de temps en temps, mais voilà, il n'y a rien de. Je fais horreur de toute façon des plannings écrits à l'avance. Donc, moi, voilà, je me lève le matin, je vois ce que je fais, quoi. Ça me pose des petits problèmes de temps en temps parce que j'ai soit des amis, soit des conférences à donner ou des choses comme ça. Et c'est qu'est-ce que tu fais dans 2 semaines ou 3 semaines? Et je suis là, mais
je sais pas ce que je fais après-demain, donc je peux bloquer des trucs dans le calendrier, mais des fois c'est un peu compliqué, quoi. D'accord, ok. Et du coup, là, tu crées des NFT en fait à plein temps aujourd'hui? Ouais, ça fait depuis que j'y suis allé, donc depuis que j'ai muté mon premier en janvier 2021. Plein temps, 100% du temps, tout le temps, tout le temps, quoi. Ouais. Je suis pas Ok, revenu. ok. Et est-ce qu'il y a un sujet que tu aurais voulu aborder et que je t'ai pas donné l'occasion? Euh, non, 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 je peux juste rajouter, je sais pas que. Ouais, donc en plus d'être artiste, je suis aussi un peu curateur et je dirige des projets. Là, au début de l'année, il y a eu un truc avec une partenaire avec qui je bosse depuis longtemps et on a envoyé le premier art crypto à se faire exposer dans la Station Spatiale Internationale, donc c'était assez cool. Après des expos à New York et tout ça. On attend toujours les vidéos parce que la NASA est probablement l'organisme le plus rétenteur, je sais pas si ça se dit, rétenteur de médias. Et normalement, il y a des vidéos qui ont été prises avec quelques autres montrées dans la Station Spatiale Internationale. Et ça fait un mois qu'on les attend. Ils disent oui, ça va sortir. On vérifie, on ne sait pas trop ce qu'ils vérifient. Alors j'ai mes amis complotistes qui me disent ouais, mais ils sont en train d'effacer des trucs sur les vidéos. Il y a peut-être des extraterrestres, tu sais pas. Enfin voilà. Donc ça devient un peu la blague. Mais bon, j'attends les vidéos. C'était cool d'envoyer de l'art dans l'espace. Et voilà quoi. Parfait, parfait, parfait. Euh, j'ai une dernière question pour toi. C'est vraiment la dernière, mais ça, c'est un rituel dans Robert Spotlight. C'est en gros, Jean, pour toi, c'est quoi un NFT? C'est un certificat d'authenticité et une nouvelle façon plus altruiste de posséder quelque chose, parce que finalement, l'objet lui-même est partagé avec tout le monde. Donc ça, c'est quelque chose que j'aime bien. J'aime pas trop les unlockables pour ça, quoi. Euh, voilà, pour moi, c'est une nouvelle forme très très abstraite et très pure de la question de possession, de propriété, qui est un peu bizarre. Comme tout le monde au début, moi j'ai la question que je me suis posée, c'est ok, ça a l'air de marcher, mais pourquoi je les neuf que tout le monde voit, etc. Une fois qu'on est rentré dedans, on se dit mais en fait c'est cool. Ça, ça- En fait, c'est très abstrait parce que ça détache la notion de propriété de la chose elle-même. C'est deux choses différentes en fait. C'est presque qu'on a juste une propriété de la propriété. C'est un truc, c'est un concept, tu vois. C'est pas quelque chose de concret. Et du coup, j'aime bien ce côté-là qui est quand même assez perché, il faut le dire, quoi. Nous, on a l'habitude, on est dedans tout le temps et tout, mais quand on parle de ça avec des gens qui ne connaissent pas les blockchains, ils ne savent pas comment ça marche et qu'on commence à parler de ce concept-là, ils sont là. Mais c'est vrai, c'est con, pourquoi est-ce que les gens ils achètent ça et tout. Et pourtant, quand tu es dedans, ça a du sens. Donc voilà, ce côté très étrange des NFT, je l'aime bien en définition, quoi. Voilà, concept très abstrait. D'accord. Bah, merci à toi. Bah, en tous les cas, c'était un plaisir de t'interviewer. Donc, je mets ton Twitter pour les Merci beaucoup. personnes qui aimeraient te suivre. Donc, c'était Jean. Merci d'avoir partagé ton expérience, plus ou moins ce qui t'a fait, ce qui t'a amené en fait dans l'INFT. Quelle est ta vision? Tu as partagé beaucoup de choses intéressantes. Donc, si vous voulez le suivre, c'est en bas là. Donc, j'ai mis le Twitter. Donc, j'espère que tu as passé un bon moment. Moi, j'ai passé un très bon moment J'ai en passé un ta très bon compagnie. moment. Merci Robert. Et du coup, pour les personnes qui vont voir ça, soit les personnes qui étaient en live, ou soit les personnes qui vont voir ça dans l'enregistrement, je vous dis à un prochain épisode. Super, merci beaucoup. Bye bye. Yes.